Bonjour Bernard Fréot. Bonjour. Bienvenue au Salon d'Opium. Enfin, merci de nous recevoir. Vous êtes économiste et sociologue, historien de la sécurité sociale. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, Travail en jeu des retraites, Vaincre Macron et d'autres. Et plus récemment, Prenons le pouvoir sur nos retraites, qui paraît actuellement. Vous êtes au Parti communiste et vous militez aussi au sein du réseau salariat pour un salaire à la qualification personnelle. Donc on aura le temps d'y revenir. Pour l'instant, j'aimerais me pencher un peu sur votre itinéraire intellectuel. Et je me demandais quels avaient été les premiers auteurs qui vous ont marqué et qui vous ont conduit à travailler sur les questions que vous avez étudiées par la suite. La sécurité sociale, c'est Henri Hetzfeld. Henri Hetzfeld qui a écrit un ouvrage du paupérisme à la sécurité sociale et qui avait créé la sociologie à Nancy. D'ailleurs, moi j'étais économiste, mais lui la sociologie est une discipline récente, l'économie aussi, hein, c'est des disciplines qui sont nées dans les années 50-60. Et il avait fait sa thèse sur la sécurité sociale. C'est pour ça que j'ai commencé, disons. Et, Mais, mais, ouais. mais, mais aussi Lucien Sèvres, Marxisme et théorie des personnalités. Et puis, évidemment, le Capital, ça c'est sûr, hein, c'était inévitable, disons. Vous êtes professeur, vous êtes professeur émérite et vous avez été professeur pendant longtemps. Vous avez aussi fondé une association d'éducation populaire. Comment est-ce que vous concevez l'éducation? Est-ce que vous aimez enseigner et comment vous analysez l'évolution de l'enseignement du système éducatif? Que j'aime enseigner, ça c'est évident, oui. J'aimais surtout les grands amphis, là, c'est la fête un peu, quand il y a plein de monde. L'évolution, j'en sais rien, je ne sais pas comment les choses bougent. J'ai beaucoup de collègues qui se plaignent, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Je crois que j'ai pris ma retraite au moment où était instituée la LRU, hein, la loi qui en 2009 a modifié la donne dans le fonctionnement de l'université et a joué un rôle extrêmement négatif. Et je pense que les plaintes des collègues viennent de ce que leur liberté académique a beaucoup bougé, enfin beaucoup été réduite en réalité. Perdre des financements structurels, uniquement des financements sur contrat, il faut passer son temps à chercher des sous, à expliquer l'usage qu'on a fait de ceux qu'on a eus. Enfin, vous avez maintenant des directeurs de labo qui ne cherchent plus, quoi. Ils cherchent des sous, c'est tout. Mais la recherche, c'est fini. Donc, je pense qu'il y a une évolution très négative depuis 15 ans, oui. Ça, c'est la loi Pécresse, hein, de 2009 qui a été une catastrophe, oui. Et comment vous l'expliquez Mais parce que toute liberté est pourchassée, hein. Nous avons une classe dirigeante qui est sur la défensive, hein, puisque la raison d'être d'une classe dirigeante, c'est de décider de la valeur, hein, de décider de ce qui va être produit, de ce qui vaut, et de ce qui va être produit, et de la façon dont ça va être produit. De décider du travail, fondamentalement, hein, c'est ça le rôle d'une classe dirigeante. Et il n'y a plus d'adhésion au travail tel que la bourgeoisie capitaliste l'organise. Il y a eu une adhésion, hein, au cours des siècles, mais actuellement il n'y a plus d'adhésion. C'est donc une classe aujourd'hui extrêmement autoritaire, parce que dès lors que vous n'entraînez plus l'adhésion, vous êtes condamné à l'autorité, hein. Et cet autoritarisme se manifeste partout par des pertes de liberté qui sont massives aujourd'hui et auxquelles nous nous habituons progressivement, hein. Par exemple, dans les gares, vous n'avez plus que des agents de sécurité, hein. Il n'y a plus que des flics, hein. On chercherait en vain un agent civil de la SNCF qui fréquente beaucoup les gares.
Rien de tout cela, des flics partout, hein. Et on s'habitue, on s'habitue, on s'habitue. Du coup, pour revenir sur votre cheminement de pensée, vous dites que vous êtes passé du soutien de la classe ouvrière à son école. Est-ce que vous voulez revenir là-dessus? Oui, mais merci de signaler cette affaire parce que c'est vraiment fondamental, oui. Oui, je pense que là, j'ai longtemps partagé les positions, disons, classiques de la science sociale critique, hein, une science sociale critique du capitalisme. Et solidaire de victimes, parce que le capitalisme est analysé comme une espèce de système qui ne change que pour se reproduire, avec une seule classe pour soi, la classe bourgeoise, la classe capitaliste. Et la science sociale, en tout cas dominante lorsque je m'initie à la science sociale, et puis encore largement dominante aujourd'hui, elle pose la domination comme plus importante que la contradiction, on va dire. Alors que Marx, c'est là qu'il faut en permanence revenir à Marx, à mon sens. Marx est vraiment un analyse de la contradiction. Beaucoup de sciences sociales critiques aujourd'hui, alors c'est l'effet du structuralisme, et puis plus tardivement, disons, de Bourdieu, de Foucault, etc., ont une insistance sur une dimension réelle, hein, incontestable, qui est la domination, mais qui ne laisse pas place finalement à la contradiction. L'ouvrage éponyme de Bourdieu, c'est la reproduction, hein, et parmi les disciples de Bourdieu aujourd'hui, vous avez des bourdieusiens qui sont très, très connus, très aimés, comme les Pinson-Charlot par exemple, qui posent qu'il n'y a qu'une seule classe pour soi, hein, la bourgeoisie. En face, il y a une classe en soi, mais qui n'est pas pour soi, et donc qui est une victime, en fait. C'est des victimes. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un chercheur en sciences sociales, s'il est critique du capitalisme? Ben, c'est un solidaire de victimes. Et c'est une position très confortable, parce que en semaine, vous écrivez l'histoire dont la bourgeoisie a besoin, hein. Il n'y a qu'une seule classe. Il n'y a pas de contradiction. Ça, la bourgeoisie a absolument besoin de cette histoire, évidemment, qui est à sa gloire finalement, même si on la critique. Et puis le dimanche, vous êtes solidaire des victimes. Alors ça peut durer des décennies chez un chercheur, hein, c'est parce que c'est très confortable, hein. Vous faites carrière, hein, puisque vous écrivez l'histoire dont la bourgeoisie a besoin, mais vous êtes du bon côté. Vous êtes du côté des victimes. Vous êtes solidaire. C'est un mot détestable. Je ne suis pas solidaire, je suis à l'école. C'est-à-dire que... Alors vous m'avez qualifié d'historien de la sécurité. Je ne suis pas historien, Oui. je suis économiste et sociologue, mais je pratique ma discipline dans une démarche archivistique, dans une démarche historique. Parce que une des grandes difficultés de l'économie, c'est la difficulté d'historiciser les concepts utilisés. C'est vraiment, si je suis passé à la socio, c'est aussi pour cela. Il n'y a pas que pour cela, mais c'est aussi pour sortir d'une discipline qui une fois que c'est du salaire, ben c'est du salaire. Si c'est, je sais pas quoi, un producteur, ben c'est un producteur. Là, historiciser un concept, c'est extrêmement difficile en économie. Alors que ma démarche est effectivement une démarche historienne, oui. Et ce dont je me suis rendu compte, mais j'ai mis 40 ans à m'en rendre compte, hein, tellement les idées reçues guident les chercheurs, hein. Les chercheurs sont totalement animés par les idées reçues, hein, aussi, hein, et s'en sortir, c'est très très long, c'est extrêmement long.
Il m'a fallu un temps fou pour me rendre compte qu'il y a une classe révolutionnaire, qu'il y a une classe qui a institué des alternatives au capitalisme, qui a un déjà là du communisme. Tout ce qui fait le cœur de mon propos, j'ai dû le reconnaître contre moi-même, en quelque sorte, parce que je suis nourri de l'attitude que j'ai donnée au départ, c'est-à-dire le capitalisme, c'est une structure qui se reproduit et qui génère des victimes. Et vous dites que donc victimisation et disqualification sont deux choses solidaires? Pardon? Victimisation, le fait de poser quelqu'un comme Ah oui, pauvre, oui, ah, mais etc. dès qu'on veut casser la gueule à un groupe social, on le victimise. Ça, c'est tout à fait classique, hein, bien sûr. Par exemple, comment la jeunesse a été inventée sur le marché du travail. Jusqu'en 1975, il n'y a pas de jeunesse, ça n'existe pas la jeunesse. C'est un terme c'est une caractéristique biographique évidemment, mais qui n'a aucune signification sur le marché du travail, absolument aucune, aucune. Les jeunes vont être inventés, hein, ils vont être inventés. J'en fais l'histoire dans Puissance du salariat, par exemple, hein. Les jeunes sont inventés à partir de, disons, l'an 1, disons, de l'invention de la jeunesse en matière de catégories euh, d'analyse et catégories administratives aussi, en matière de rapport au travail. C'est en 1977, hein, lorsque Raymond Barre lance les premières mesures en faveur de l'emploi des jeunes. C'est là que les jeunes apparaissent comme une catégorie spécifique. Alors, on commence par les jeunes non, disons, à faible certification scolaire, qui ont entre 16 et 25 ans, et pour lesquels on crée les missions locales. Et puis, vous allez avoir les travaux d'utilité collective, les SIVP, ça on est en 82-83. Vous aurez les contrats emploi solidarité, c'est Rocard. Et puis vous aurez les emplois jeunes. C'est quand même incroyable, emploi jeune, hein. Je sais pas quoi, on n'a pas eu l'idée d'inventer des emplois homosexuels ou je sais pas quoi, moi, hein. On a inventé des emplois jeunes, c'est quand même ahurissant, hein. Et les emplois jeunes, là, c'est Bac+2, hein, le mode des emplois jeunes, c'est Bac+2, et on peut être emploi jeune jusqu'à 35 ans, puisqu'on peut contracter un emploi jeune à 30 ans, la veille de ses 30 ans, et ça dure 5 ans, et pendant 5 ans, on est au SMIC. Donc on démarre par les jeunes à faible certification, assez jeunes, des 16 ans, enfin, etc. Voilà, et on poursuit la jeunesse jusqu'à 35 ans pour des gens qui ont un Bac+2. Et puis aujourd'hui, je sais pas quoi, c'est des trucs monstrueux, quoi, hein, des volontaires en service civique. Enfin, vraiment, volontaires pour pas être payés en travaillant. Et on invoque la citoyenneté pour cette saloperie. Enfin, là, l'invention de la jeunesse s'est faite par sa victimisation. Hein, le grand argument, ça a été le chômage des jeunes. On a inventé un chômage des jeunes qui n'existait pas. Il y a eu un argumentaire mais inouï contre lequel on s'est battu, mais ça n'a rien été possible, hein. Un jeune sur 4 est au chômage. C'est voilà le grand slogan du début fin des années 70, début des années 80. Un jeune sur 4 est au chômage et face à un tel malheur, mieux vaut un petit boulot que rien du tout. Là, vous avez une campagne mais frénétique sur ce thème. Un jeune sur 4, mais c'est un mensonge absolu, bien sûr, hein. C'est confusion entre taux de chômage et poids du chômage. Le taux de chômage, c'est effectivement que 25% des 18-25 ans sont au chômage. Mais ça, c'est le taux de chômage. Au numérateur, vous avez les chômeurs. Au dénominateur, vous avez les actifs. Ça ne veut pas dire qu'un jeune sur 4 est au chômage, puisque 70% des jeunes sont à l'école. 18-25 ans, ils sont à l'école. C'est donc le quart de 30% des jeunes, hein. Pour dire un jeune sur 4, on met les jeunes au dénominateur, et non pas les actifs au dénominateur. Donc là, on est non pas dans le taux de chômage, mais dans le poids du chômage. Donc il y a à peu près
le quart de 30%, on est à 7-8%, qui est le taux, le poids du chômage dans tous les groupes d'âge. Tous les groupes d'âge ont un poids du chômage qui est de 7-8%. Il n'y a aucune spécificité de la jeunesse en matière de chômage, strictement aucune. Et pourquoi est-ce qu'il y a 25% de jeunes employés qui sont au chômage? Parce que ceux qui sont dans l'emploi entre 16 et 25 ans, ce sont ceux qui sont, enfin, une grosse part d'eux sont des gens à très faible certification, qui sont dans l'emploi à 16 ans, 17 ans, 18 ans, ils sont à très faible certification. Or, quand vous regardez le chômage ouvrier ou le chômage des gens à faible certification scolaire, quel que soit leur âge, il est de 25%. Donc il n'y a aucune spécificité du chômage des jeunes. Ça n'existe pas. Ça a été inventé. Vous avez une invention du chômage des jeunes qui va permettre, sur la base de cette victimisation, de refuser aux jeunes l'accès au salaire. Parce que c'est ça qui leur est refusé. C'est des mesures jeunes. Aujourd'hui, pratiquement, avant 35 ans, on n'accède pas au salaire de la convention collective, on accède de moins en moins au statut de la fonction publique. C'est très difficile d'être fonctionnaire avant un certain âge, et c'est très difficile d'avoir le salaire de la convention collective avant un certain âge. Tout ça, c'était inventé. Alors pourquoi ? Pourquoi cela ? Parce qu'il faut faire baisser le salaire de tout le monde. C'est un nivellement Et par le donc bas. il faut absolument, pour faire baisser le salaire de tout le monde, commencer par faire baisser le salaire d'embauche. Et c'est ce qui s'opère, en contradiction avec ce que Baudelot et Stablet avaient parfaitement analysé sur la période 45-75. De 45 à 75, le salaire d'embauche progresse au contraire. Et cette progression du salaire d'embauche fait que dans les familles ouvrières où la carrière est assez plate, chez les ouvriers, la carrière est assez plate, il n'y a pas de grosse progression de carrière chez les ouvriers, bien, dans les années 70, au début des 70, pratiquement les enfants d'ouvriers qui accèdent à l'emploi ont pratiquement le même salaire que leurs parents. Il n'y a jamais eu d'ascenseur social, ça n'a jamais existé, au sens où des enfants d'ouvriers deviennent cadres. Ça a toujours été extrêmement minoritaire, ça n'a vraiment jamais existé. Mais en revanche, il y avait cette situation qui était d'ailleurs, qui encourageait à la scolarisation, qui faisait que pratiquement on commençait avec le même salaire que ses parents dans les familles populaires. Aujourd'hui, un jeune qui n'aime pas éperdument ses parents, il est foutu. Et même, il est aussi possible qu'il aime ses grands-parents aussi. Parce qu'il a besoin de leur argent. Vous avez aussi aujourd'hui un net retard dans la mise en couple. Net 4 ans de plus qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans, pardon. Ça, c'est un effet des mesures jeunes aussi. Parce que les mesures jeunes ont déstabilisé profondément les ressources de la jeunesse et ont retardé la mise en couple. Vous avez un retard de 4 ans dans la naissance du premier enfant aussi, etc., par rapport aux données des années 70. Alors retard, ma foi, je ne sais pas, peut-être que peut-être pas, le mot retard vaut ce qu'il vaut, mais en tout cas, c'est des phénomènes et également une forme de disqualification de l'école parce que, ma foi, l'école, elle ne fournit pas de quoi entrer dans la vie active avec des sécurités réelles. Donc, là, oui, dès que l'on victimise un groupe social, alerte. Ça veut dire qu'on va lui casser la gueule toujours. Ne jamais céder à la victimisation, jamais. Est-ce qu'on fait ça aussi pour d'autres catégories de Bien sûr. Vous avez vu dans les années 90 toute une campagne sur les pauvres, sur les pauvres titulaires de faibles salaires. Et là, on a victimisé les titulaires d'emplois peu qualifiés. Ils ont été présentés comme des victimes. Et cela
a justifié deux mesures absolument gravissimes. D'une part, la possibilité de cumuler un emploi peu qualifié avec le RMI, qui est devenu le RSA depuis. Donc un cumul entre un salaire, le salaire de l'emploi, et une prestation de solidarité. Une prestation de solidarité financée par l'impôt. Le RMI ou le RSA, c'est l'impôt qui finance, ce n'est pas les employeurs qui financent, c'est l'impôt. Et la tradition du mouvement ouvrier, ça a été de refuser toujours le cumul d'une prestation fiscale et d'un salaire. Pourquoi? Parce que si vous... Toute possibilité de cumuler de l'aide sociale avec un salaire, ça entraîne un effondrement des salaires toujours. Parce que les employeurs disent, vous avez déjà les 800 balles ou les 600 balles du RSA, on ne va pas quand même vous payer normalement. Vous pouvez vous contenter de 800 balles. Et l'addition des deux, après tout, ça vous donne quand même plus que le SMIC. Soyez heureux. Donc le cumul entre... alors au départ, c'était... On devrait pouvoir cumuler quand même un demi-SMIC avec le RMI. Enfin, vous voyez, on a victimisé les titulaires d'emplois peu qualifiés et du coup, on a fait s'effondrer les salaires et fait payer par les contribuables ce que les employeurs payaient jusqu'ici. Mais les contribuables, c'est les travailleurs eux-mêmes, puisque l'essentiel de l'impôt, c'est la TVA. Ce n'est pas l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, c'est rien du tout. Or, la TVA, qui paye la TVA? Les ménages les plus modestes, par définition. Puisque la TVA, elle porte sur ce qu'on consomme, elle ne porte pas sur ce qu'on épargne. Donc les ménages aux revenus les plus élevés, ils épargnent. Donc le poids de la TVA dans leur imposition est beaucoup plus faible. Donc les ménages les plus imposés, en réalité, sont les ménages les moins riches. Et donc on fait financer par les travailleurs eux-mêmes et par les travailleurs les moins payés, ce cumul entre prestations de solidarité et salaire dont on exonère les employeurs du coût. Et puis la deuxième conséquence absolument destructrice qui a eu le fait de pleurer sur les pauvres travailleurs peu qualifiés, parce que le fait, dès qu'on pleure sur un groupe, ça va être catastrophique. Ça va être les exonérations de cotisations patronales. Il n'y a plus de cotisations patronales sur le SMIC aujourd'hui, plus une seule. C'est donc une baisse énorme du salaire, puisque les cotisations patronales font partie du salaire, bien sûr. Donc, et puis progressivement, ça a été jusqu'à 1,6 SMIC les exonérations, et maintenant les exonérations elles vont jusqu'à pratiquement l'équivalent de 3 SMIC. Il y a des exonérations de cotisations patronales. Donc vous avez une chute des cotisations sociales, et donc une mise en cause de la sécurité sociale, ce qui est une obsession pour la classe dirigeante d'en finir avec les grandes créations de 1946, le régime général de sécurité sociale, etc. Donc non, la victimisation, c'est évidemment un des arguments majeurs des sales coups. Et du coup, pauvre, c'est un terme que vous refusez complètement? Ah ben pauvre, c'est un terme dégueulasse. Personne n'est pauvre. Si vous regardez des statistiques, moi je fais du travail d'archives, si vous regardez des tracts, des textes de la CGT ou du Parti communiste des années 50, vous n'aurez jamais le mot pauvre. Non. Le mot pauvre, il apparaît dans les années 70, là je l'étudie dans Puissance du salariat, l'apparition du mot pauvreté, et de la lutte contre la pauvreté. La lutte contre la pauvreté, c'est une argumentation de droite, d'extrême droite même. C'est un grand classique, ça. Lutter contre la pauvreté, c'est évidemment ce que l'on trouve toujours. Prenez par exemple la réforme des retraites actuellement. Il va y avoir une régression du droit. Et on dit, oui mais les plus pauvres, vous voyez, on fait quelque chose pour les plus pauvres. Dès qu'il y a lutte contre la pauvreté, on est sûr qu'on est à l'extrême droite ou à la droite. Mais ça, c'est sûr, c'est classique.
Est-ce que vous pourriez nous définir le travail dans le système capitaliste et quelle définition est-ce que vous lui opposeriez? Ben, dans le capitalisme, vous avez des textes de Marx tout à fait puissants là-dessus, hein. En particulier un texte très, très fulgurant qu'il écrit entre 63 et 64, 65, au moment où il démarre l'écriture du Capital, qui s'appelle, qu'on appelle habituellement chapitre inédit du Capital, parce que c'est un texte qui n'a été publié que plus tardivement, au XXe siècle seulement, où je crois qu'il dit sur le travail des choses très, très importantes, hein. Dans le capitalisme, ce que l'on appelle travail, c'est une activité qui met en valeur du capital. C'est ça qu'on avait appelé travail. Alors, précisons, le travail, c'est la partie réputée productive de notre activité. Notre activité, elle produit des valeurs d'usage, bien sûr, en permanence. Mais quand est-ce qu'elle produit de la valeur? Et c'est là qu'on arrive à la classe dirigeante, puisque c'est elle qui décide de ce qui est valeur. Quand est-ce qu'elle produit de la valeur? Quand est-ce qu'elle produit, non pas de la valeur au sens moral du terme, mais de la valeur au sens économique du terme? Et la bourgeoisie dit, quelqu'un produit de la valeur quand il met en valeur du capital. C'est cette production tautologique de la valeur, cette production autotélique de la valeur. La production de valeur est faite pour produire de la valeur. On produit de la valeur pour produire de la valeur. La valeur d'usage, c'est un prétexte. La valeur d'usage, c'est un prétexte à autre chose. Le travail n'a pas comme objet la valeur d'usage. Le travail n'a pas comme objet l'utilité sociale de ce qui est produit. Sinon, il y a des tas de merde qu'on ne produirait pas. Il y a une impasse écologique absolue qui vient de ce qu'on produit des trucs qui n'ont aucun sens d'un point de vue de la valeur d'usage. Bon. Et une impasse anthropologique aussi, parce qu'à produire des trucs qui n'ont aucun sens du point de vue de la valeur d'usage, il y a des effets anthropologiques énormes. Nous sommes habitués à consommer des trucs qui sont d'une nocivité absolue. Je ne parle pas d'une nocivité pour la santé, je parle de nocivité pour une représentation des choses. Bon. Et donc la production de valeur pour la valeur s'exonère de toute réflexion sur l'utilité sociale. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est à l'occasion. Alors c'est toujours à l'occasion d'une production de valeur d'usage, bien sûr. Le travail, il s'exerce toujours sur une valeur, en vue d'une valeur d'usage, mais précisément. Il produit une valeur d'usage, mais dans le capitalisme, c'est pas en vue de la valeur d'usage, précisément. Il produit de la valeur d'usage, mais en vue de la production de valeur, et pas n'importe quelle production de valeur, la production de valeur qui met en valeur du capital. L'enjeu, c'est en permanence que le travail soit l'outil de mise en valeur du capital. Et donc, dans une telle configuration, nous sommes aliénés. Nous sommes aliénés parce que le travail devient étranger à notre personne. Par exemple, je raconte souvent une anecdote, mais qui me paraît très significative. J'habite la vallée de la Roya, qui est une vallée à la frontière italienne, d'accord, et qui donc frontière italienne dit espace Schengen, enfin réflexion espace Schengen, donc il faut à tout prix empêcher les migrants de passer de l'Italie en France. Et donc dans cette petite vallée, nous entretenons 400 flics, ça nous coûte 60 000 € par jour d'ailleurs, pour faire la chasse aux migrants. Et des flics sans état d'âme, au demeurant, des jeunes flics sans état d'âme qui font la chasse aux migrants, bon, bravo, et qui, en particulier, font des checkpoints dans le sens Italie-France, dans le sens France-Italie, tout le monde s'en fout évidemment, mais dans le sens Italie-France, vous êtes régulièrement en voiture arrêté et il faut que vous ouvriez votre coffre pour prouver qu'il n'y a pas de migrants dans votre coffre, etc. Et puis les trains aussi, le train qui va qui a une portion qui va
à travers la vallée de la Roya vers Nice, qui est donc une portion Italie-France. Ce train est régulièrement arrêté, trois flics, trois gendarmes, enfin, on a toutes les espèces de policiers possibles, militaires, dans cette vallée, c'est vraiment une armée d'occupation, montent dans le train et demandent les papiers pour vérifier qu'il n'y a pas de migrants. Hein. Bon. Et je me trouve une fois je me trouve souvent dans ce train, et une fois je me trouve donc en face de ces trois Pandores. Je suis un vieux militant politique, je sais à peu près y faire, je me lève, je sais qu'ils sont impopulaires et qu'ils savent qu'ils sont impopulaires. Et je me lève, je ne négocie pas avec eux le fait que je ne montre pas leurs papiers, je me lève, je parle très fort, je dis je ne vous montrerai pas mes papiers, enfin, etc. Bien. Et quelle est la réponse? La réponse, c'est nous faisons notre travail. Quelqu'un qui vous répond, quand vous l'interrogez sur la légitimité de ce qu'il fait, et qui vous répond « je fais mon travail », c'est quelqu'un qui fait de la merde, qui sait qu'il fait de la merde, et qui continue. D'ailleurs, nous parlons d'aller au travail. Hein. Je vais au travail. Hein. Je ne suis pas le travail, je vais au travail. Quelqu'un qui et nous répondons nous-mêmes « je fais mon travail » quand on nous interroge sur la légitimité douteuse de ce que nous faisons. C'est-à-dire que nous avons bien conscience que ce que nous faisons n'est pas cohérent avec notre déontologie, ne correspond pas à notre aspiration. Alors pourquoi nous le faisons? Nous le faisons parce que le salaire capitaliste, c'est du salaire à la tâche, précisément. La bourgeoisie, elle nous tient par le fait que nous ne sommes reconnus comme travailleurs et nous n'avons droit au salaire qu'à la mesure de l'acte subordonné que nous posons. Il faut d'abord poser cet acte subordonné et ensuite on est payé. Le salaire, c'est le résultat d'un travail subordonné. Et donc, du coup, ma foi, nous sommes tenus. Si nous voulons, surtout que nous sommes entrés dans une période, dans une marchandisation massive de notre quotidien. Nous ne produisons plus notre quotidien pour l'essentiel, nous l'achetons. Hein. Et donc nous avons absolument besoin de ressources monétaires. Et cette ressource monétaire, nous n'y avons accès qu'après avoir posé un acte de subordination. Puisque le travail, nous y sommes étrangers. Ce n'est pas nous qui définissons, puisque la valeur d'usage, elle n'est pas une dimension décisive du travail. Le travail n'est voué qu'à la mise en valeur du capital. Bon, bien, nous sommes finalement soumis à cette aliénation parce que notre accès à la ressource monétaire dépend de cet acte de subordination. Et donc, le travail dans le capitalisme, c'est une réalité hétérogène. C'est pour cela que qu'on peut être avant le travail, qu'on peut être en retraite après le travail. C'est une réalité étrangère à nos personnes. Et on peut être avant ou après. C'est un drôle de truc. Un retraité, il est invité à être après le travail. Ah oui, oui. C'est ahurissant. Hein. Et alors les jeunes qui s'insèrent, ils sont avant. Et puis il y a des chômeurs qui sont sans. Et le travail, il est hétéronome. Ça, c'est la marque d'une société de classe. Hein. Il y a une société de classe quand il y a hétéronomie du travail. La violence de classe, elle a un objet très précis. Hein. C'est le travail, l'objet de la violence de classe. Hein. On définit très souvent la classe dominante par l'argent. C'est une faute. Hein. C'est pas le pouvoir sur l'argent, c'est la conséquence du pouvoir sur le travail.
le cœur de la puissance de classe, c'est la puissance sur le travail. Et ensuite, le travail génère la valeur, donc l'argent, mais c'est la conséquence. Hein. Le pouvoir sur l'argent de la bourgeoisie, c'est la conséquence de son pouvoir sur le travail. C'est-à-dire, c'est pour ça que piquer des sous la bourgeoisie, ça n'a aucune importance tant qu'on ne lui pique pas le travail. La bourgeoisie est toujours prête à des concessions monétaires dès lors qu'elle conserve son pouvoir sur le travail. C'est pour ça que taxer les riches, c'est un truc qui ne sert strictement à rien. Ouais, c'est vrai que du coup aujourd'hui même à gauche, on se concentre plutôt sur la répartition de la valeur plutôt que sur le... Mais absolument. C'est bien pour ça que la gauche est effondrée d'un point de vue politique. C'est qu'elle a renoncé à la lutte de classe. Hein. La lutte de classe, c'est pas mieux répartir la valeur, c'est pas piquer des sous aux bourgeois. Les bourgeois, ils sont prêts à nous filer des sous dès lors que leur pouvoir sur le travail, c'est-à-dire sur l'origine des sous, est fondamental et préservé. Donc l'enjeu n'est évidemment pas de prendre l'argent là où il est, comme on dit. L'enjeu, c'est de prendre le pouvoir sur le travail et donc sur l'argent, mais parce qu'on a pris le pouvoir sur le travail. Donc l'enjeu n'est pas de répartir la valeur, c'est de créer autrement la valeur. La meilleure répartition de la valeur, c'est une contradiction non antagonique. Il faut bien distinguer les contradictions antagoniques et les contradictions non antagoniques. Alors, mieux répartir la valeur, c'est une contradiction. Il est clair que les titulaires des fortunes ne sont pas partants pour partager. D'accord, il y a une violence. Dès lors que la taxation, mettons, financer les retraites en taxant les revenus financiers, ce qui est proposé largement à gauche aujourd'hui, d'accord, dès lors que ça ne met pas en cause le pouvoir de la bourgeoisie sur le travail, bon, à ma foi, voilà, on va faire une concession au malheur du temps et accepter une autre répartition de la valeur. Une contradiction est antagonique lorsque c'est l'objet même de la valeur économique qui est en jeu. Qui le décide? Qui décide du travail? Qui décide de ce qui va être produit? Où, par quel collectif, dans quelles conditions, dans quel rapport de division internationale du travail, etc., etc. Là, nous sommes dans une contradiction antagonique. Le pouvoir sur le travail, c'est une contradiction antagonique. Oui, mais pourtant, en plus, cette gauche, elle est qualifiée d'extrême, alors qu'elle se contente de, finalement, enfin, comme on l'a dit, de se concentrer sur la répartition, quoi. Oui, parce que nous avons aujourd'hui un péril fasciste, et donc il y a une droitisation extrêmement considérable de l'opinion. J'étais au Salon Grand Voyageur entre mes deux trains hier je sais plus où j'étais, au Salon Grand Voyageur de Marseille. Je prends le Figaro, qui est au Salon Grand Voyageur. Vous n'avez pas lu au Grand Figaro, au Salon Grand Voyageur, vous avez le Figaro, vous avez des trucs comme ça. Bon, je prends le Figaro. La question du jour, c'était faut-il une alliance entre Rassemblement National, LR, Républicain, donc, et Renaissance, donc, le truc de... Comment il s'appelle? Macron, quoi. Le truc de... Non, pas Renaissance. Non, pas Renaissance. Le truc de... Ah, de l'ancien Premier ministre? Non, de ce type d'extrême droite qui s'est illustré pendant la présidentielle, j'ai oublié son nom là. Pardon? Ah oui, Reconquête. Reconquête, voilà, très bien. Est-ce qu'il faut une alliance entre Reconquête, Républicain et Rassemblement National? 133 000 réponses à cette question du jour du Figaro. 64% oui, 36% non. Ou 66 oui, 34 non, je ne sais plus. Les 2/3 de l'électorat de droite aujourd'hui est prêt à l'extrême droite. Bon. Et c'est Ciotti qui a été élu LR, c'est-à-dire vraiment l'extrême droite du LR. Bon. Donc vous avez aujourd'hui effectivement un
très grave danger fasciste, c'est clair, hein, qui n'épargnera pas plus la France que les autres pays si nous laissons faire. Hein. Et donc du coup, y compris des propositions de gauche relativement modérées passent pour de l'extrémisme, évidemment, hein, c'est sûr. Pour revenir sur le travail, du coup on est dans une société où c'est une infime partie de la population qui décide des fins du travail, de ses moyens, etc. Est-ce que vous pensez qu'on est en démocratie si on est, si on a aucune, si la plupart des gens ne prennent pas de décision relativement au travail? Bah, en tout cas, les jeunes qui ne votent plus, sauf à l'élection la plus désastreuse d'un point de vue démocratique, c'est-à-dire la présidentielle, ou toutes ces catégories populaires qui ne votent plus pensent qu'on n'est pas en démocratie, sinon ils voteraient. Hein. Disons que lorsque les classes révolutionnaires, disons pendant la Révolution, jusqu'en 93 on va dire, hein, après c'est Thermidor, c'est le Directoire, c'est le Consulat, donc c'est une autre dimension de la bourgeoisie qui s'affirme. Mais quand il y a les classes révolutionnaires, la bourgeoisie a eu ce geste absolument inouï de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En août 89, elle pose que les hommes, alors les hommes, je suis d'accord que là, il y a Olympe de Gouges a essayé de mettre les femmes dans le coup aussi, mais c'était un peu plus compliqué. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'est une déclaration inouïe. Dans une société aristocratique, évidemment, les humains ne naissent pas et ne demeurent pas libres et égaux en droit. Et donc le poser là, c'est un acte révolutionnaire absolument majeur qui va entraîner... alors il faudra un siècle et demi, le droit de vote des femmes c'est 1944, donc c'est très long, mais qui va entraîner tout un mouvement de conquête d'une citoyenneté qui s'exprime dans le droit de vote et le droit d'éligibilité, qui est une abstraction, hein, un citoyen. On est citoyen à 18 ans, quelle que soit notre origine, notre niveau scolaire, notre handicap éventuel, ou je sais pas, n'importe quoi, notre genre, notre couleur de peau, etc. C'est une abstraction magnifique, hein, qui pose que tout majeur, indépendamment de toute autre considération que le fait qu'il est ou elle est majeure, est postulé comme en capacité et en responsabilité de la chose publique. Bon, là, on est au cœur de la démocratie bourgeoise, sauf que précisément la bourgeoisie va faire en sorte que la chose publique exclue le travail. La production est exclue de la chose publique. La politique s'arrête aux portes des entreprises, la politique s'arrête aux portes des banques quand elles créent de la monnaie. Le cœur de notre vie, c'est-à-dire le monde que nous construisons en tant que genre humain par le travail, est exclu de la politique dans une démocratie bourgeoise. S'il y a aujourd'hui péril fasciste, mais c'est parce que, à la fois, pour la première raison que j'ai dite dès le départ, quand une classe dirigeante, c'est-à-dire la classe qui décide de ce qui a valeur, de ce qui va être produit, lorsqu'une classe dirigeante n'est plus légitime, elle devient dictatoriale. Elle n'a plus d'autre solution que la dictature. Et la dictature, ça passe... S'il y a trouble dans la citoyenneté, or ce trouble s'exprime dans le fait qu'il y a une désertion des urnes par les catégories populaires et par la jeunesse, donc il y a un trouble énorme dans la citoyenneté. S'il y a trouble dans la citoyenneté, la dictature passe par le fascisme, toujours. Le fascisme, c'est le joker de la bourgeoisie quand il y a trouble dans la citoyenneté et que les partis qui alternaient, les partis socialistes, puis les républicains, etc., ne font plus recette. Et donc, c'est pas du tout un supplément d'âme, hein, que de se battre pour que nous conquérions le pouvoir sur le travail. Il s'agit d'enrichir la citoyenneté
d'inclure dans la chose publique le travail et de faire de la décision sur le travail un attribut du citoyen. La citoyenneté doit inclure la décision sur ce qui va être produit. La décision sur le travail. Et là, ça doit se manifester par des droits nouveaux qu'il faut acquérir à 18 ans, ou à 16 ans si la majorité est à 16 ans. Ça, c'est encore un autre débat, bien sûr. Mais là, à la majorité, on ne peut plus se contenter maintenant de dire on a le droit de vote, le droit d'éligibilité. C'est une définition beaucoup trop faible de la citoyenneté. À la majorité, il faut qu'on ait les droits de décision sur le travail. Et donc, ça peut s'exprimer, mais en partant du déjà-là communiste qui existe, parce que précisément, il y a une classe révolutionnaire qui a conquis des choses tout à fait fondamentales. Et il y a du communisme déjà là dans le capitalisme, bien sûr, contre cette science sociale critique qui prétend que le capitaliste ne change que pour se reproduire à l'identique. Pas du tout, pas du tout. Il y a des prémices du communisme aujourd'hui dans notre société. Et précisément, on peut s'appuyer sur eux pour introduire au moins 3 droits nouveaux à 18 ans. Un droit à la qualification, il faudra qu'on s'exprime peut-être sur ce mot-là, hein, parce que c'est un mot absolument décisif dans l'invention communiste du XXe siècle, la qualification, et donc un droit au salaire. Tout le monde à 18 ans a droit, si c'est 1 700 € le salaire revendiqué aujourd'hui, 1 700 €, bien sûr, tout le monde, comme droit politique qui exprime sa capacité, sa responsabilité du travail. Le salaire, c'est ça qui est en train de, qui est l'objet aujourd'hui d'une lutte de classe antagonique. Est-ce que le salaire, c'est le résultat d'un acte subordonné? Ça, c'est le paiement à l'acte capitaliste. Dans le capitalisme, le salaire, c'est le résultat d'un acte subordonné. Ou est-ce que le résultat, c'est un attribut de la personne qui rend possible du travail libre, puisque je suis payé avant même de travailler? Le salaire, non pas comme résultat d'une subordination, mais comme condition d'une liberté dans le travail. Et c'est précisément la retraite, elle s'est construite comme ça. La retraite, les communistes, lorsqu'ils créent vraiment le régime général de retraite en 1946, lorsqu'ils créent le statut des électriciens et gaziers en 1946, le statut de la fonction publique en 1946, tout ça c'est des ministres communistes, Thorez à la fonction publique, Marcel Paul pour la production industrielle et Ambroise Croizat pour le régime général de sécurité sociale. Il crée un tout nouveau salaire, hein, un salaire qui est un attribut de la personne et non pas le résultat d'un acte subordonné. Et en particulier pour les retraités, Croizat invente vraiment la retraite comme un droit au salaire pour les retraités. Aucun compte n'est tenu des cotisations, aujourd'hui encore, hein. Est-ce que vous savez ça, que pour calculer les retraites, aucun compte n'est tenu des cotisations? Je ne savais pas avant de vous écouter. Oui, c'est ça qui est dramatique, c'est qu'on a des éléments absolument décisifs de notre vie sociale avec une méconnaissance incroyable de la population sur la réalité. Et même la croyance dans une fable, hein, c'est que c'est parce que j'ai cotisé que j'ai droit à la pension, mais pas du tout. Aucun compte n'est tenu des cotisations, justement. Ça, c'est le geste communiste. Il n'y a pas besoin de s'être subordonné pour être payé. On a le droit on a un droit au salaire qui va justement rendre possible le travail libre. Poser le salaire comme un droit de la personne. Et c'est cette inversion-là, hein, communiste, du sens du salaire, qui est combattue alors férocement par la classe dirigeante. C'est pour ça qu'elle a mis la retraite au cœur du débat public. Depuis 87, ça fait depuis 35 ans que le débat public fondamental, c'est la retraite. Ça veut dire, est-ce qu'on a droit à du salaire qui est lié à la personne et non pas du salaire qui est lié à de la subordination? Donc pour vous, cette nouvelle réforme des retraites, c'est pas, il ne s'agit pas de faire des économies
de bout de chandelle, mais c'est vraiment le statut du travailleur qui est en jeu. Ah ben absolument, mais merci, vous m'avez bien lu. Oui, mais ça c'est évident. C'est évident. Hein. Et vous voyez comment les organisations représentatives des travailleurs sont incapables d'assumer ce débat, puisqu'elles disent on veut économiser alors que l'argent est là, qu'on pourrait le... etc. etc. Hein, d'accord? C'est une lecture entièrement fausse de ce qui se passe, effectivement. Ce qui se passe, c'est pas ça du tout. L'enjeu de la réforme, c'est pas d'économiser quelques milliards sur les retraites. La lutte contre le déficit, mais c'est un mensonge absolu. Le déficit, le déficit des services publics, c'est une vache à lait incroyable pour la bourgeoisie capitaliste. La bourgeoisie capitaliste, elle se nourrit des déficits publics, puisqu'elle est prêteuse. Si vous prenez la CADES, vous savez ce que c'est que la CADES? Non. Est-ce que vous savez ce que c'est que la contribution au remboursement de la dette sociale? Vous n'avez jamais vu une feuille de paye? Si, mais c'est dur à lire une feuille de paye, je trouve. Dans une feuille de paye, vous n'avez peut-être pas eu de feuille de paye parce que vous avez eu des emplois jeunes, toutes ces saloperies-là, mais peut-être que ça vous est arrivé d'avoir des feuilles de paye. Sur une feuille de paye, vous avez une ligne qui s'appelle CRDS. Je comprends pas les feuilles de paye. Mais c'est ça. Non, mais c'est dramatique. C'est dramatique que des éléments aussi décisifs de la vie sociale, de la vie courante, nous soyons éduqués jusqu'au master de philosophie depuis les 4-5 ans de l'école maternelle, qu'on puisse être pendant 20 ans à l'école sans jamais avoir rencontré ce genre de choses, qui sont pourtant centrales. Et être ignorant de tout cela. Bon, la CRDS, c'est une invention de Juppé en 1996, qui est la contribution au remboursement de la dette sociale. Et c'est là qu'il crée la CADES, la Caisse d'amortissement de la dette sociale. C'est-à-dire que le déficit de la protection sociale va être cantonné dans une caisse de remboursement. Et cette caisse va amortir les déficits. Et la CADES, c'est une performance. Je crois qu'elle a, sur les dernières statistiques que j'avais lues, elle a amorti 80 milliards de déficits en payant 40 milliards de taux d'intérêt, dans une période où pratiquement les taux d'intérêt sont nuls. Alors c'est incroyable, c'est une performance inouïe. C'est-à-dire que 40 milliards de nos cotisations sociales ont servi à rembourser des prêteurs. Donc le déficit, jamais vous ne verrez une classe dominante au pouvoir, la bourgeoisie au pouvoir, et Dieu sait si avec Macron c'est la bourgeoisie qui est au pouvoir, là c'est évident, hein. Jamais la bourgeoisie qui est au pouvoir ne va lutter contre les déficits, puisque les déficits, les déficits publics, c'est un des lieux majeurs de sa valorisation. Donc, bien sûr que c'est pas ça l'enjeu, absolument pas. L'enjeu, c'est de réduire dans nos vies le moment où nous sommes payés pour travailler librement. Il s'agit de repousser ce moment-là. Et ceux qui voient ce moment repousser de 2 ans, ça ne veut pas dire qu'ils vont travailler 2 ans de plus, c'est pas vrai du tout. L'objet de la réforme des retraites, c'est pas qu'on travaille plus longtemps. C'est qu'on accède plus tard à la retraite, mais en étant déjà hors de l'emploi. À 60 ans, je regardais les statistiques sur 2021. C'est 2022 ou 2022, je ne sais plus. Non, statistique 2022, les plus récentes de la DARES qui datent de janvier dernier, ou de l'adresse. En 2022, ceux qui ont 60 ans en 2022, il n'y en a que 52% qui sont dans l'emploi. 52% seulement. Pourquoi? Parce qu'à partir de 45-50 ans, vous êtes senior
Et surtout si vous êtes des emplois peu qualifiés, vous allez être mis sur la touche. Vous êtes mis sur la touche. Vous n'avez plus droit à la formation professionnelle. On vous incite à devenir auto-entrepreneur, à devenir prestataire de la boîte parce que vous coûtez trop cher comme salarié, à devenir travailleur indépendant. On, on vous confine dans des emplois à temps partiel, dans des CDD. Vous n'avez plus accès au CDI avec le salaire de la convention collective, le salaire à la qualification. Vous n'y avez plus accès. Et à 62 ans, l'essentiel des personnes n'ont plus accès à cela. Mais jusqu'ici, elles pouvaient devenir retraitées. Ah mais non, là, il faudra pendant 2 ans de plus être encore pas dans l'emploi statutaire normal, celui de la convention collective, dans des ersatz d'emploi, d'accord, sans pouvoir être retraité. Il faudra attendre plus. Cette extension du moment où on est senior, ça vous rappelle rien, ça? C'est l'extension du moment où on s'insère. C'est exactement pareil. On n'a pas accès au salaire de la convention collective. On est en mesure jeune. On est en volontariat de service civique. Et on s'insère. On est en CDD de mission. On est payé à l'acte. On est victime du salaire capitaliste. Le paiement à l'acte, c'est le salaire capitaliste par excellence. Il faut d'abord que vous posiez l'acte de subordination et après vous êtes payé. Ce que l'on a inventé au cours du XXe siècle, ce que la CGT essentiellement a inventé au cours du XXe siècle, c'est sortir le salaire de sa logique capitaliste. C'est le salaire à la qualification de la convention collective. Vous n'êtes pas du tout payé à l'acte, vous êtes payé pour la qualification de votre poste. La preuve que vous n'êtes pas payé à l'acte, c'est que tous ceux qui, pendant le confinement, rappelez-vous, pendant le confinement, tous ceux qui avaient un CDI avec un salaire qui respectait la convention collective, un salaire à la qualification du poste, ils ont conservé 84% de leur salaire, quoi qu'ils aient fait, y compris s'ils n'ont rien fait. 84% du salaire. Vous voyez bien que nous avons conquis un salaire qui n'est plus le paiement à l'acte. Il n'y avait pas d'acte. Et alors les fonctionnaires, eux, ils ont gardé 100% de leur salaire, y compris s'ils n'ont rien fait. Alors certains ont plus travaillé parce qu'ils étaient soignants, les fonctionnaires soignants ont plus travaillé que d'habitude, mais d'autres, ils n'ont rien fait, comme tout le monde. Ils ont gardé 100% de leur salaire. Parce que c'est un attribut de la personne dans la fonction publique. C'est pour ça que vous avez un tel acharnement contre la fonction publique de la classe dirigeante. Que l'enjeu essentiel de la réforme des retraites, c'est la suppression des régimes spéciaux. Alors, le passage de 62 à 64 ans, c'est pas du tout pour qu'on travaille plus longtemps. C'est pas pour piquer de l'emploi que les jeunes pourraient avoir. Tout ça, c'est des arguments à la mort moelleux, entièrement faux, d'accord? C'est pour qu'on soit plus longtemps dans cette situation où on est vulnérable sur le marché du travail. Exactement comme l'augmentation de l'insertion des jeunes jusqu'à 35 ans, créée entre 1977 et 2002. De 1977 à 2002, on invente cette saloperie qu'est l'insertion des jeunes, et en même temps, cette saloperie qu'est la seniorité. Et tout ça, pourquoi? Qui c'est ce on? Ce on, c'est la classe dirigeante qui lutte contre la grande conquête du XXe siècle, c'est-à-dire le salaire qui n'est plus lié à l'acte productif. Le salaire qui est lié soit à la tenue d'un poste et qui respecte le salaire de la convention collective, ça c'est l'emploi dans le privé, soit conquête encore plus intéressante, liée à la qualification non pas du poste mais de la personne même, c'est le salaire au grade de la fonction publique, de la RATP, de la SNCF, de l'EDF-GDF. C'est pour ça que ces régimes spéciaux, comme on dit, RATP, SNCF, EDF-GDF, tout ça, sont supprimés par la réforme actuelle des retraites. Pourquoi? Parce qu'il faut en finir avec le fait que ce soit les personnes qui soient titulaires de leur salaire et qui du coup sont en capacité de travailler librement. C'est ça l'enjeu
et une bataille véritablement antagonique contre cela, c'est de généraliser à tous, de 18 ans à la mort, le droit au salaire, hein, de faire du salaire un attribut de la personne et non pas la contrepartie d'un acte subordonné. Pour vous, la question de ce que font les retraités au travail, c'est une question qui est aliénée. Alors, non, ce qui est aliéné, c'est de dire, c'est ce que je dis dans ma conférence gesticulée, qu'est-ce qu'ils font, ces retraités dont tu dis qu'ils sont payés? C'est dire, ah mais attendez, mais pour être payé, il faut faire quelque chose. C'est adhérer à la religion capitaliste, hein, qui veut que le salaire soit la conséquence d'un acte subordonné. Hein. Et donc si quelqu'un... donc dire, mais qu'est-ce qu'ils font ces retraités dont tu dis, Bernard Friot, qu'ils sont payés? Parce qu'en plus, ce qui est nié dans ce que je dis par un certain nombre de personnes, c'est que la pension, c'est du salaire. Or, ça a été construit en 1946 comme du salaire. Je l'ai rappelé, hein, aucun compte tenu des cotisations. La pension n'est pas du tout la contrepartie de cotisations passées. C'est pas j'ai cotisé, j'ai droit. C'est pas du tout ça. Ça, c'est le mode capitaliste de pension, cela. Non, c'est un mode communiste de pension. Un retraité, c'est quelqu'un qui n'a plus besoin d'aller sur le marché du travail pour quémander un salaire. Il a un salaire lié à sa personne. Le salaire, c'est pas un truc qui se quémande, c'est un droit. Ça, la nouveauté communiste. Comment voulez-vous sortir du capitalisme, c'est-à-dire sortir du travail aliéné, hein, du travail étranger à nous-mêmes, du travail hétéronome, tant que nos ressources dépendent de ce travail aliéné? C'est impossible. Donc, pour que nous puissions sortir de cette aliénation, il est absolument fondamental que nous soyons titulaires d'un salaire. Et d'un salaire qui n'exprime pas simplement que nous sommes des êtres de besoin qui avons droit à du pouvoir d'achat. Ça, c'est la logique capitaliste. Non, d'un salaire qui exprime notre pouvoir sur le travail. D'un salaire qui... c'est pas un revenu. Hein. Je suis pas là, moi je suis pas dans le revenu universel. Le revenu universel, pour moi, c'est un adversaire. Non, c'est le salaire, c'est-à-dire non pas quelque chose qui me reconnaît comme un être de besoin, ça c'est le revenu, quelque chose qui me reconnaît comme un citoyen, dans l'abstraction citoyenne inventée dans la suite de la démocratie bourgeoise, mais enrichi, hein, un citoyen qui est postulé, en capacité et en responsabilité de la valeur, et donc titulaire d'un salaire. Chacun à 18 ans doit devenir titulaire du premier niveau de qualification et d'un salaire. Et donc, la question à se poser à propos d'un travailleur, c'est pas qu'est-ce qu'il fait, c'est pas ça. Hein. C'est quelle est sa responsabilité. C'est ça le cœur de la définition du travailleur. Oui. Vous aviez dit aussi qu'un retraité qui entretenait un potager produisait plus de valeur que de richesse qu'un conseiller en communication de Sarkozy. Alors, plus de richesse. Plus de richesse. Ah, parce que là, quand vous m'avez dit plus de valeur, j'ai dit, ah bon, j'ai déconné, ça m'arrive, mais je ne crois pas. Plus de richesse. Mais vous êtes reprise, plus de richesse, très bien. J'ai dit ça? Ça m'arrive de dire ça? Oui, il me semble que c'était dans Travail en jeu des retraites. C'est un peu vieux. D'accord. Non, c'est un peu vieux, non, c'est 2019, ça va, d'accord, oui. Oui, bah, bien sûr, évidemment. Ah oui, c'est 2019 pour l'intro, mais le texte est de 2012, c'est pour ça que je cause de Sarkozy, oui, oui, bien sûr, 2010 même, oui. Alors je traite, c'est 2010, oui. Oui, bien évidemment que quelqu'un qui cultive un potager crée beaucoup plus de richesse qu'un conseiller en communication de Sarkozy, c'est évident, mais là on l'a très bien vu pendant le confinement, hein, on a très bien vu qu'on s'est parfaitement passé de tout un tas de métiers absolument inutiles, alors que les métiers utiles, eux, on a vu d'expérience que c'est ceux qui sont tenus par des femmes racisées, c'est les plus mal payés, enfin, etc., etc. Tout ça est devenu éclatant. Hein. Donc, bien sûr que le capitalisme, il inverse complètement toute chose. Hein. C'est vraiment le lieu d'une inversion absolue des choses. C'est pour ça que c'est un lieu d'une religion fondamentale. Hein. Le catholique pratiquant que je suis est
vacciné contre la religion, parce que le Christ, il n'est pas mort dans son lit, hein, il est mort tué par les responsables de la religion. Donc la foi en Jésus-Christ, c'est ce qui nous vaccine contre la religion. Et donc la religion capitaliste, elle est omniprésente aujourd'hui dans l'État. Hein, elle est enseignée. Hein, je ne sais pas quoi, il faut créer de la monnaie par endettement. Le salaire, ça ne peut que consécutif à un acte productif. Enfin, tout ça, c'est de la religion, c'est du catéchisme. Hein. Pour m'enseigner l'économie pendant 30 ans à l'université, je connais le catéchisme par cœur. Hein. Et cette religion-là, c'est la seule qui nous emmerde. C'est vraiment la... Moi, je le dis parce qu'aujourd'hui, la laïcité est complètement récupérée à des fins islamophobes. Hein, et donc, il est fondamental, hein, de bien poser la laïcité, hein, dans son cœur. Hein. C'est séparer l'État de l'Église capitaliste. C'est vraiment l'Église centrale, c'est celle qui occupe l'État entièrement. Hein, avec des dogmes, avec des grands prêtres, avec des rituels. Tout ça est insuffisamment analysé, très insuffisamment analysé. Et nous sommes entièrement pris, hein, dans cette religion. Nous y adhérons. La valeur travail, par exemple. Hein. Par exemple, vous dites qu'on pourrait totalement se passer d'investissement de la part de milliardaires, des choses comme ça. Oui, alors ça, c'est un point vraiment, c'est un autre point important du renversement de l'inversion capitaliste. En matière de production, le capitalisme inverse complètement les choses. Reprenons le catéchisme capitaliste, tel qu'il s'enseigne à l'école. Au commencement, il y a l'avance en capital. On ne peut pas produire sans une avance. Il faut une avance monétaire. Et cette avance monétaire, elle se fait par une dette, par un prêt, soit par une création monétaire, et la création monétaire, ça ne peut être que par endettement. La monnaie se crée par endettement, soit par un endettement auprès d'un groupe capitaliste, de marché des capitaux, enfin de prêteurs qui ont accumulé des titres financiers et qui prêtent. Donc, le commencement de la production, c'est une avance en capital, qui pose donc comme acteur premier de la production les capitalistes, par définition. Et puis, avec cette avance en capital, et donc un premier grand acteur de la religion, le prêteur, il faut mettre des P majuscules, hein. Dans le petit bouquin « Prenons le pouvoir sur nos retraites », j'ai 3 ou 4 pages assez bien relevées, je l'espère, sur ces dogmes de la religion capitaliste, hein, et avec les grands prêtres de cette religion. Alors, premier grand prêtre, donc, le prêteur. Deuxième acteur décisif, l'investisseur, avec un grand I aussi. Avec cet argent, vous avez un investisseur qui va fournir les matières premières, les outils, l'énergie, bref, tout ce qui va servir, tous les moyens de production. Alors, avec ces moyens de production, troisième temps, vous allez avoir des travailleurs. Mais ces travailleurs, ils sont un coût. C'est le coût du travail. Eux, ils sont voués à mettre en valeur le capital de l'investisseur et du prêteur. Et ils sont niés comme producteurs. On leur donne du pouvoir d'achat. Le mot pouvoir d'achat, c'est un mot de la religion capitaliste, bien sûr.
mais t'es un être de besoin. Elsa, vous êtes une être de besoin. Vous avez besoin de pouvoir d'achat. On va vous donner du pouvoir d'achat. Mais il y a une condition. Il faut poser l'acte qui met en valeur mon capital. Mais dès que vous l'avez posé, vous avez du pouvoir d'achat, pas de problème, chère Elsa. Mais vous êtes un coût quand même, parce que ce pouvoir d'achat, il me coûte. C'est moi le producteur, en fait. Vous êtes un coût. Le coût de production. Vous entendez les coûts de production. Le coût du travail. C'est un coût, le travail. Vous vous rendez compte? C'est un vocabulaire, mais entièrement religieux, enfin, qui inverse le réel. Et donc, acte suivant, il faut vendre. Alors là, troisième personnage, troisième grand prêtre de la religion capitaliste, l'opérateur de marché. Si possible dans une bourse très loin, c'est toujours dans des ailleurs. Hein. Le prix du blé, il se fixe à Londres dans une bourse mondiale, d'accord. Et puis le prix d'autre chose va se fixer ailleurs dans une autre bourse où on échange uniquement du virtuel et des promesses. Ailleurs, nous sommes dans l'ailleurs de la religion, toujours. Et puis, une fois que le produit est vendu, alors là, il faut d'abord, cinquièmement, il faut rembourser les prêteurs. Une dette, ça se rembourse. Dès l'enfance, nous avons été biberonnés à qui paye ses dettes s'enrichit. Alors qu'évidemment, les travailleurs qui payent la dette qu'ils doivent, avant même de travailler, hein, dans le capitalisme, avant même de travailler, vous êtes endetté. Hein, alors que c'est vous qui produisez la valeur. Ah non. Et alors, évidemment, si vous remboursez la dette que vous avez contractée auprès des prêteurs, c'est pas vous qui vous enrichissez, c'est lui que vous forgez vos chaînes au contraire. Qui paye ses dettes forge ses chaînes, évidemment. Il ne faut jamais payer la dette d'investissement. Sauf qu'on a été complètement biberonné au fait qu'il faut payer, avec confusion entre dette de consommation et dette d'investissement. Hein, confusion totale dans nos têtes. C'est la même chose. Mais non, c'est pas la même chose du tout, justement. Qu'il faille rembourser ses dettes de consommation, ça c'est élémentaire. Mais pas la dette d'investissement, ça n'a rien à voir. Mais on appelle tout ça dette, d'accord? Tout ça, c'est le catéchisme, d'accord, hein. Et puis, alors, sixième étape, avec ce qui reste, salaire. Le salaire arrive à la fin. Le salaire, c'est après que l'acte subordonné ait été posé. Le salaire pour un truc qu'on n'a pas décidé. Le salaire, donc, que l'on mérite. Parce qu'on s'est emmerdé sur un truc qui n'est pas nous. Donc, on est méritant. C'est la valeur travail. La valeur travail, c'est le b.a.-ba du catéchisme capitaliste. Alors ne confondons pas deux propositions. Seul le travail crée la valeur. Ça, c'est évident. Seul le travail crée la valeur. C'est une proposition que la bourgeoisie capitaliste nie en permanence. Mais non, il faut du capital, enfin, etc. C'est mon capital en réalité qui crée la valeur, enfin, etc., etc. Bon. Donc ça, c'est seul le travail crée la valeur. C'est une proposition absolument évidente dans laquelle le mot valeur a un sens économique, d'accord? Mais dans la valeur travail, c'est tout à fait autre chose. La valeur travail, le mot valeur, il a un sens moral, c'est tout à fait autre chose. Je me suis aliéné à quelque chose qui est hétérogène, qui n'est pas moi. Je vais au travail. Je vais au travail. Ces expressions-là, c'est l'expression de notre aliénation, tout ça, bien sûr. Moi, je vais pas au travail, je suis le travail, c'est un peu autre chose. Faut faire un truc emmerdant, c'est source de mérite. Je suis méritant. Je mérite de gagner, parce que la vie, ça se gagne, la vie. Puis la vie, c'est pas le travail. Non, la vie, c'est de pouvoir consommer
et puis d'avoir droit à la retraite. On gagne de pouvoir consommer et d'avoir droit à la retraite. On gagne le pain et les jeux. C'est ça la vie. Le pain et les jeux. C'est la valeur travail. Cette merde idéologique à laquelle nous sommes mais, totalement adhérents. Ou alors notre façon de ne pas y adhérer est redoutable. C'est en finir avec le travail, en finir avec la valeur, en finir avec la monnaie. Le travail, c'est tripalium. On va arrêter. Impasse totale. L'étymologie de travail, c'est pas tripalium du tout. Il faut réfléchir. Quand une classe dirigeante laisse se répandre une étymologie à la mort moelle-neu, c'est qu'il y a intérêt. L'étymologie de travail, c'est le même que le travel anglais. C'est se déplacer en franchissant un obstacle. C'est ça l'étymologie de travail. Très belle étymologie d'ailleurs, se déplacer en franchissant un obstacle, je trouve ça très beau. Mais moi, comme prof de sociaux, je me suis retrouvé avec des copies d'étudiants qui pensaient être astucieux en me disant tripalium. Je disais, bah non, pas de peau, c'est pas ça. Et vous voyez, depuis 50 ans, c'est comme, je sais pas quoi, c'est comme Victor Hugo quand il se moque de l'étymologie de Sorbonne, Sororbona, alors que c'est Pierre de Sorbon, évidemment, mais... ah oui, Sorbonne, c'est Sororbona, bien sûr. Bon, bien sûr que non. Travail, c'est pas tripalium du tout. Mais quand une classe dirigeante laisse faire des étymologies aussi fantaisistes, c'est qu'il y trouve son compte. Et son compte, c'est la réaction, précisément, de ceux qui disent, écoutez, on va... Soit c'est ceux qui c'est naturaliser le travail comme aliéné. Voilà, tripalium. On naturalise, à côté de la victimisation, il y a la naturalisation, bien sûr, qui fait partie des stratégies de la domination. Et cette naturalisation fait accepter finalement le travail aliéné. Il y a une acceptation massive du travail aliéné. On y va entrer dans les pieds, et puis on dit vivement la retraite. Vivement qu'on soit libéré du travail. Travailler pour plus avoir à travailler, c'est quand même terrible comme définition du travail. Travailler pour ne plus avoir à travailler, c'est affreux. Et donc, l'autre impasse, celle que je signalais, parce qu'elle est très vivante dans la jeunesse, alors cette fois-ci sur la jeunesse décroissante, la jeunesse qui est très sensible aux effets écologiques, enfin au mur écologique dans lequel nous allons, elle est tentée de faire l'impasse sur le travail. De dire j'en finis avec le travail, j'en finis avec la valeur, j'en finis avec la monnaie, pour une société de l'activité. Une société de l'activité, là c'est une immense démission collective. Le genre humain, c'est une espèce parmi d'autres, c'est évident, c'est une espèce parmi d'autres. Et là, tout le surplomb prométhéen de la modernité nous mène à une impasse, on le sait. Nous sommes des vivants parmi d'autres, nous sommes des vivants débiteurs vis-à-vis du reste des vivants, nous sommes des vivants débiteurs vis-à-vis du non-vivant, et c'est pas eux et nous, il n'y a pas eux et nous, il y a nous, il n'y a pas un espace entre le eux et le nous dans cette affaire, tout ça c'est le nous. Et j'ajoute, parce que de cela, il y a une tentation de tirer aujourd'hui une espèce de banalisation de l'espèce humaine, une banalisation du genre humain, espèce parmi d'autres. On ne peut plus aller dans une librairie sans un bouquin qui s'appelle « Penser comme un arbre », être solidaire comme les fouines, c'est plus possible. Vous êtes déjà accueillis par 50 bouquins sur le truc. Alors, avec des bouquins avec lesquels je suis entièrement d'accord, attention. Parce que il est fondamental que nous en finissions avec le surplomb prométhéen. Ça nous mène à une impasse totale. Mais ça ne doit pas, c'est ça qui est
cette cime qui est difficile à tenir, parce qu'il y a vraiment des versants sur lesquels on peut tomber. Il ne s'agit pas que cette conscience claire que nous avons d'être une espèce parmi d'autres nous fasse nier que nous sommes une espèce qui a une responsabilité spécifique. Alors, Marx l'exprime en disant « Nous sommes la seule espèce qui accumule tout son rapport à l'environnement dans un patrimoine qui lui est extérieur, dans un patrimoine non génétique. Hein. Les choses ne se jouent pas dans toutes les espèces vivantes, les choses se jouent dans les gènes, pour l'essentiel. Il y a quelques trucs qui sont extragénétiques, mais les choses se jouent essentiellement dans les gènes. Et dans le genre humain, les choses ne se jouent pas dans les gènes, justement. On a des gènes relativement d'un intérêt mineur. Les choses se jouent dans ce patrimoine que nous constituons, dans les rapports sociaux et cette capacité à extérioriser hors de nos gènes, précisément, tous les acquis séculaires. Et ça nous donne une responsabilité qui n'est pas celle de n'importe quelle espèce. Et c'est ça le travail, précisément. Une société de l'activité, telle que la préconisent ceux qui pensent qu'il faut que nous nous libérions du travail, c'est une société dans laquelle on réagit à notre environnement. Toutes les espèces réagissent à leur environnement. Nous avons une responsabilité qui n'est pas simplement de réagir à notre environnement. Nous avons une responsabilité qui est de subvertir les lois de l'évolution. C'est une responsabilité. Et ça, c'est le travail. L'activité, elle nous fait rentrer dans l'évolution. On s'adapte, voilà, on s'adapte. Bon, c'est bien. Il faut s'adapter, je suis d'accord. Le travail, c'est une activité de mobilisation spécifique de la science, de la technologie, de l'organisation, à une échelle qui dépasse très largement l'ici et maintenant de l'activité. À une échelle qui peut être internationale. Prenez, je sais pas quoi, les vaccins pour prendre des trucs actuellement dont on cause, c'est forcément à l'échelle internationale. Donc là, on se constitue comme humanité, comme genre humain, hein, dans le travail. Donc c'est pour cela que tout n'est pas travail, hein, évidemment, mais qu'il y a une façon de dire rien n'est travail, qui me paraît extrêmement démissionnaire. Et qui, chez les décroissants, alors se confond valeur et richesse. Tout à l'heure, vous avez eu ce petit moment. Revenons-y, parce que c'est fondamental dans la réflexion. La richesse, c'est le fruit du travail et des ressources. Alors, le mot ressources naturelles, il n'est pas bon, parce qu'on est en train, il faut qu'on passe à autre chose. Hein. Ressources naturelles, c'est comme ressources humaines, c'est dégueulasse comme truc. La nature, c'est pas une ressource, d'accord. Il faut qu'on ait mais moi, je suis pas spécialiste de ces questions et j'ai pas d'autres mots. J'utilise le mot qu'on utilise. Donc, il faudrait certainement il faut pas considérer le reste du vivant et la nature comme des ressources, évidemment. Mais disons que la richesse, elle combine tout cela. Le travail et le reste du vivant et la nature. Et donc, ça donne des biens et des services physiques, je veux dire, des patates, du transport ferroviaire, pour prendre ce que j'ai fait cette nuit, assez mal parce que le train avait 3 heures de retard. N'importe quoi. Enfin bref, là on est dans les biens physiques, qui peuvent être immatériels, hein, ça peut être des logiciels, enfin, etc., etc. Ça, c'est la richesse nationale. Mais la valeur nationale, c'est tout à fait autre chose. La valeur nationale, c'est exclusivement le fruit du travail vivant. Donc, il faut qu'il y ait une décroissance de la richesse. Nous produisons, par exemple, 1/3 de biens alimentaires de trop. Hein.
qui sont complètement gâchés à l'échelle mondiale, alors même qu'il y a 1 milliard de personnes qui ne mangent pas à leur faim. Hein. Nous produisons beaucoup trop du point de vue alimentaire. Souvent de la merde, mais en tout cas beaucoup trop. Nous produisons trop, et alors, je parle, la 5G est un truc absolument inutile, mais vraiment absolument inutile. Bon, multiplier les antennes parce que Bouygues, SFR, machin sont en concurrence alors qu'un service public ferait qu'il y en aurait une seule. Enfin, c'est tout ça. Nous produisons beaucoup trop de richesses, avec un impact écologique désastreux. Mais décroître en matière de production de richesse, ça ne veut pas dire décroître en matière de production de valeur. Au contraire, réduire la production de richesse, réduire la production d'alimentation, ça passe par plus de travail vivant. Si nous voulons faire, non pas de l'agrobusiness qui détruit nos santé, le sol, la santé des paysans, etc., tout en enrichissant Bayer, Monsanto et compagnie, si nous voulons faire de la production alimentaire qui est essence, mais il faut beaucoup plus de travailleurs vivants, de travail vivant pour faire cette production. Infiniment plus. La FNSEA et toute la recherche agronomique en ce moment sont en train de concocter une agriculture sans paysans. Il n'y a plus que 500 000 exploitants agricoles. On pourra faire une agriculture complètement hors travail vivant, totalement destructrice de la nature, mais on peut, c'est possible. Bon, il ne faut pas aller vers la baisse du PIB, mais vers son augmentation, au contraire. Il faut faire attention cela dans nos propos sur l'écologie. Vous êtes aussi contre l'idée que le travail serait quelque chose de limité, qu'on devrait se partager comme un gâteau? Mais oui, parce que dans le capitalisme, encore une fois, le travail vivant, il est remplacé par le travail mort. Le travail mort, c'est le travail vivant qui a été nécessaire il y a quelques années ou quelques temps pour faire la machine que j'utilise en ce moment. La machine, c'est du travail mort. De toute façon, il y a forcément du travail à l'origine de la machine, ça c'est clair, mais il est mort, d'accord ? Et donc, il transmet sa valeur, il ne crée pas de valeur. Une machine, elle transmet sa valeur à travers l'amortissement, c'est-à-dire elle transmet la valeur du travail passé qu'elle représente. Mais elle n'en crée pas de valeur. Seul le travail vivant crée de la valeur. Redites-moi votre question, parce que je disais que vous étiez contre l'idée que le travail, c'était quelque chose de limité. Oui. Alors, dans le capitalisme, où le travail vivant, il est remplacé par des prothèses de travail mort. Évidemment, dès que vous augmentez le travail, vous augmentez le péril écologique. Parce que vous augmentez la pression sur les ressources naturelles. Puisque ce travail mort, prenez n'importe quel outil, il est extrêmement prédateur de métaux précieux, etc. Donc, d'eau, ne parlons pas de besoin en eau, etc. Bon. Du coup, si on naturalise le travail dans sa forme capitaliste, on va dire, mais dès qu'il y a travail, il y a forcément prédation. Et donc, il faut limiter le travail, parce que le monde est fini. Mais là, c'est encore une fois être victime, enfin, c'est adhérer à la religion capitaliste, qui effectivement associe au travail vivant un travail mort très prédateur. À partir du moment où on se bat pour le mouvement communiste, pour le communisme. Je crois que le mot C n'était pas disponible dans votre abécédaire, si, je sais plus. Non. Oui, c'est pour ça que j'ai pas pris pour le communiste, je le regrette, parce que ça aurait été plus utile que travailleur, mais enfin, qu'importe. Et là, ça a été pris, j'espère, par un mot qui n'est pas un mot à la con. Cher. C'est comme cher. Live. Comment ? C'est comme cher. Cher. Live, enfin, par rapport au son à Corpeur. C'est H-A-I-R ? D'accord, pourquoi pas, oui. Ok. Il faudrait qu'il puisse y avoir 2 mots par syllabe de temps en temps, mais enfin par lettre, je veux dire, mais bon.
Alors donc, revenons à notre mouton qui était le caractère infini du travail. Oui, parce que dans le capitalisme, le travail, c'est une activité productive. Alors que dans le communisme en train de se construire, le travail, c'est une responsabilité sur la production qui implique donc des tas de temps où on n'est pas dans l'activité productive, où on est dans la délibération, où on est dans... Regardez, nous héritons d'un outil capitaliste qui est énorme. Qu'est-ce qu'on va en faire? On ne va pas le détruire, hein. Il faut l'utiliser autrement. La question s'est posée, par exemple, pendant le confinement à Toulouse, mono-industrie de l'aviation. On ne va pas continuer indéfiniment à envoyer des gens déconner dans le ciel. Bon. Mais en même temps, il faut continuer aussi. Mais là, il y a un outil mais prodigieux autour de l'aviation qu'il faut utiliser à autre chose. Encore pour un peu d'aviation, mais pour bien d'autres choses aussi. Bon, mais convertir cet outil, mais c'est un temps immense. Il faut mobiliser énormément de travail, mais du travail qui ne va pas être productif immédiatement en termes de prédation sur la nature, qui va être un travail d'aménagement de choses qui sont déjà là et qu'il faut modifier. Et puis la délibération, de savoir si on fait ceci ou pas cela, ça va prendre un temps fou, la délibération, qui va être du temps de travail. Donc, si on inclut dans le travail, et par ailleurs, si nous voulons que nos vies ne soient plus prises dans l'achat, nous passons notre temps à acheter le quotidien. C'est aussi une chose que l'on découvre à la retraite. On se remet à faire de la cuisine, par exemple. Parce qu'on a le temps. Mais faire de la cuisine, c'est un acte humanisant absolument fondamental. Quand on ne fait plus de cuisine, on se déshumanise. Donc il va falloir que nous consacrions soit à des activités, soit à du travail, des tas de temps qui aujourd'hui sont gommés, hein, et on achète notre quotidien en entretenant le marché capitaliste même à notre insu. Donc oui, bien sûr que le temps de travail, il va plutôt augmenter, mais en incluant dans le travail le temps de la délibération, le temps de l'évaluation de ce que l'on fait des objets dont on dispose aujourd'hui, le temps, etc. Hein, en incluant dans le travail le temps passé à des activités qui aujourd'hui ne sont pas considérées comme du travail et qu'il faut qu'elles deviennent du travail. Et puis quant à l'objet du travail, quel sera l'objet du travail demain? Mais enfin, qui peut le dire? C'est en ce sens qu'il y a un inouï, là, qu'on peut appeler infini. Le mot infini est peut-être pas bon, j'en sais rien. Mais l'idée que le travail, c'est une quantité limitée qu'il faut se partager, hein, travaillons moins pour travailler tous, c'est un mot d'ordre réactionnaire. Quelle forme quelle forme vous préconisez, je sais pas, pour la lutte pour le salaire à la qualification personnelle? Se saisir de tous les débats publics pour conquérir des coins dans ce salaire à la qualification personnelle. Alors, il y a le débat public sur les services publics dont il faut se saisir pour demander une nette hausse du nombre de fonctionnaires, hein, qui ont du salaire à la qualification personnelle. Hein. Il y a actuellement une stagnation du nombre de fonctionnaires qui est extrêmement inquiétante. Donc, bon, il faut se saisir de la retraite, la bataille sur la retraite. Je le présente dans le bouquin Prenons le pouvoir sur nos retraites. Hein, supprimer les seniors, hein, de même qu'il faut supprimer les jeunes en train de s'insérer. Bon. Supprimer les seniors, ça suppose que ce soit non pas à 60 ans, mais à 50 ans qu'on entre en retraite. C'est-à-dire qu'on devienne titulaire de son salaire. C'est ça la retraite, c'est je deviens titulaire de mon salaire. Ce n'est plus mon poste qui est payé, c'est moi. C'est le geste que fait Croizat quand il crée la retraite comme droit au salaire de la personne, et non pas comme droit lié à l'emploi. Et
À 50 ans, tout le monde devient titulaire de son salaire. Et ça ne veut pas dire qu'on arrête le travail. Le travail, il est au cœur de nos vies, dès lors que nous en sommes les maîtres. La valeur anthropologique du travail, elle n'est réelle que si nous sommes souverains. Si on n'est pas souverain sur le travail n'a aucune valeur anthropologique, bien sûr. À partir du moment où nous conquérons un droit à la retraite à 50 ans, nous lions ça au fait que ces cinquantenaires sont inlicenciables, parce qu'ils vont être chargés de l'auto-organisation du travail contre les directions. Ils vont s'opposer aux directions pour poser le collectif de travailleurs comme décidant. Puisque l'enjeu du communisme, c'est que nous décidions du travail. C'est ça l'enjeu. Et que ce ne soit plus le monopole de la bourgeoisie. Que nous ravissions à la bourgeoisie son monopole sur le travail. Et donc, ces cinquantenaires, ils vont avoir un salaire à la qualification personnelle et ils vont être responsables de l'autogestion de l'entreprise. Vous allez avoir un débat à coup sûr dans très peu de temps sur la hausse des frais d'inscription à l'université. Et ce débat, puisqu'on a commencé par les étrangers, vous avez peut-être vu le bouquin d'Aurélien Casta, Un salaire étudiant. Je vous conseille vivement de le lire. Il montre comment les prêts étudiants ont été construits en Angleterre. En Angleterre, les études étaient gratuites, comme partout. Elles sont devenues payantes, extrêmement chères, mais les étudiants ont eu droit à des prêts à la hauteur. Aujourd'hui, un étudiant, il a droit à peu près une vingtaine de milliers de livres par an. Les 10 ou 11 000 livres pour ses frais d'inscription et 8 ou 9 000 livres pour ses frais quotidiens. C'est un prêt automatique. C'est ce qui va être proposé pour la France. Hausse des frais d'inscription et prêt aux étudiants. À ce moment-là, on va faire un débat sur salaire à 18 ans, bien sûr. Il faut se saisir de tous les débats publics pour faire avancer le droit au salaire comme droit politique. Et au-delà des débats, vous pensez que ça passe donc par la législation, quoi, par le... Ça passe par la mobilisation, et une mobilisation qui ensuite est transcrite dans la législation, oui. Oui, bien sûr qu'il faut des lois, évidemment. Ouais, non, mais ces lois, elles peuvent être obtenues, ou de la jurisprudence aussi, mais elles peuvent être obtenues par une mobilisation populaire, bien sûr. Vous en parliez un peu tout à l'heure. Est-ce que vous trouvez qu'on est dans un régime qui repose davantage sur la coercition que sur l'adhésion populaire ? Oh, mais ça, c'est évident. Non, ça, c'est évident. Et moi, encore une fois, ce qui me trouble, c'est notre peu de résistance. Écoutez, hier soir, j'arrive à 10h30 après un débat dans une librairie de Toulouse. J'arrive à la gare, on m'annonce le train de nuit aura 1h30 de retard. 10 minutes après, il aura 2h10 de retard et une demi-heure après, il aura 3 heures de retard. Bien. Tous les voyageurs qui étaient là ont été laissés dans un truc à plein vent. Il n'y a même pas eu ouvrir dans la gare une pièce chauffée avec des bancs. Il n'y avait pas de siège. On était dans un hall en plein vent. Et qui en a vu? Sans que ça suscite dans une espèce d'indifférence, on a vu arriver ces flics de la SNCF, là, sécurité ferroviaire, avec un chien, qui nous ont surveillés. Voilà. Pas de proposition de chiottes, il n'y avait pas de WC, pas de toilette, pour 3 heures d'attente, d'accord. En plein vent, sans ouvrir une salle, rien. Aucun agent civil de la SNCF, des flics. Pas de protestation. Même moi, je ne me suis pas levé pour protester. J'en suis voulu, je m'en veux d'ailleurs. C'est pour ça que je le fais ici. Mais
on s'habitue au fascisme. Et pour vous, donc fascisme et capitalisme, c'est un lien direct? C'est évident, encore une fois. C'est pas fascisme et capitalisme, c'est fascisme et classe dirigeante. Lorsqu'une classe dirigeante n'est plus légitime, quand elle n'entraîne plus l'adhésion à sa tâche fondamentale qui est le travail, quand elle n'entraîne plus l'adhésion, quand il n'y a plus adhésion au travail tel que sa classe dirigeante nous l'impose, pardon, il y a trouble politique, c'est évident, et les partis qui avaient alterné jusqu'ici au pouvoir, dans l'alternance, encore une fois, socialiste, républicain, ça marche plus, d'accord? Et donc, la solution fasciste, elle arrive quasi nécessairement, oui, bien sûr, oui. Un peu sur des petits soucis de batterie. Ok. Donc, on recharge un peu par intermittence. Moi, je tourne là, mais j'ai plus beaucoup de batterie. On a pas une deuxième batterie pour cette caméra. C'était ça ma question. Ok, bah peut-être juste une Ça dernière... fait 1h44. Ah ouais, ok. Bon bah, une dernière question pour finir, Est-ce que tu... Bah, moi, ça tourne, mais c'est mon dernier. juste pour dire... ou alors... Après, dans tous les cas, je peux la remettre à brancher. En façon, on peut faire une pause aussi, hein. Ouais, c'est ça, dans On peut, l'idée, c'est voilà. ok. Bon, en vrai, de toute façon, là, on a bien parlé quand même. Bah ouais. 1h40. Ah ouais, je savais pas que c'était 1h45. autant. Ah ouais. Moins 5 minutes. Parce que Moins 5 minutes. Ouais. Ouais, 1h40. Donc je peux poser une Vas-y, dernière tant question. que ça tourne. Ok. Ça tourne à mon Ok. Du coup, parce que vous ne pouvez pas le faire dans l'abécédaire, donc pour vous, le communisme, c'est pas quelque chose... vous n'avez pas l'image d'une société idéale, mais pour vous, c'est quelque chose d'empirique. C'est quelque chose que Encore une fois, ma foi chrétienne m'a complètement libéré de la religion. Donc, je ne crois pas au paradis communiste. Pour moi, c'est de la religion, ça. Hein. C'est une invention, d'ailleurs, qui ne doit rien à Marx. Hein, et même que Marx... c'est une invention qui naît dans la social-démocratie allemande avec Lassalle et qui va être transposée sur un mode dictatorial par Staline en Union soviétique. C'est la croyance que pour sortir du capitalisme, il faut d'abord prendre le pouvoir d'État, et puis après, c'est le socialisme, et puis après, c'est le communisme. Alors, on est dans la transposition de la religion. Là, hein. Il faut passer de l'autre côté, hein. On passe de l'autre côté, puis après, il y a le purgatoire, c'est le socialisme, et puis il y a le paradis, le communisme. Société de l'abondance, sans travail, tous unis, tous frères. C'est des conneries, quoi. Hein. Et ce ciel-là, qui est au cœur de beaucoup de pratiques militantes, hein, ce ciel communiste, il joue le rôle de tout ciel. Hein. C'est-à-dire nous consoler et nous dispenser de changer le monde. C'est à ça que ça sert, le ciel. Hein. C'est pour ça que le Christ nous met en garde contre ce truc-là, complètement. Hein. Que toute la tradition judéo-chrétienne nous enseigne qu'on ne s'humanise qu'en sortant du paradis. Il faut en sortir. Tant qu'on est dans le paradis, on est dans le lieu de Satan. Hein. Bon. Et donc, oui, bien sûr, hein, qu'il faut qu'on sorte de cette idée que le communisme, c'est pour demain. Hein. Parce que ça nous rend complètement aveugles sur le déjà-là communiste. Et c'est tout à fait correct avec ce que je disais au départ, hein. Une analyse du capitalisme comme une structure qui se déploie en se reproduisant et en générant des victimes. Mais non, et qui du coup, il n'y a pas de classe révolutionnaire, hein. Il y a une seule classe pour soi, en face il y a des victimes, il n'y a pas de classe en capacité d'instituer dans le capitalisme même des alternatives au capitalisme. Or, moi, non pas comme historien, ce que je ne suis pas, mais comme économiste et sociologue des questions du salaire et de la sécurité sociale, ayant travaillé sur une démarche
historienne, une démarche chronologique, mais je me rends compte qu'au contraire, la classe révolutionnaire a été en capacité d'instituer le régime général de sécurité sociale, le statut de la fonction publique, etc. Toute une série de déjà là, hein, qui par exemple, inverse complètement la signification du salaire. Et si on ne voit pas ce déjà-là communiste, si on n'est pas finalement fidèle à Marx et Engels qui définissent le communisme comme le mouvement réel de sortie de l'état des choses, comme une réalité empirique donc, qui traverse tous les pays capitalistes. Tous les pays capitalistes sont traversés par une démarche de lutte de classe antagonique dans laquelle se construit le communisme. Si on ne le voit pas, on n'a pas de tremplin. Comment voulez-vous avoir un tremplin pour faire passer le salaire de l'activité à la personne si on ne voit pas que c'est déjà le cas des retraités? Et si on dit que les retraités, mais non, ils ne travaillent pas, ils n'ont pas de salaire, ben, c'est foutu, quoi. Hein. Non, les retraités travaillent, ils ont du salaire. C'est ça qui est le grand neuf. Merci Bernard Friot. Merci beaucoup de votre invitation. J'ai une idée potentiellement. Déjà. En fait,